bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. La jaunisse, ou plus exactement ictère, est une anomalie de la coloration de la peau et des yeux. Votre bébé est jaune, c'est un fait. L'ictère, c'est fréquent chez les nouveau-nés, très fréquent, surtout dans les premiers jours de vie. 40% des nouveau-nés ont un ictère simple et on parle parfois d'ictère lié à l'allaitement. En fait, c'est tout simplement dû à un pigment, jaune donc, la bilirubine, qui est en forte concentration dans le sang. Ce pigment est issu de la dégradation des globules rouges. C'est normal qu'il se dégrade pour mieux revenir, le cycle de la vie du sang, quoi. Allez, accroche-toi, dans quelques minutes, tu seras calé sur les ictères du nouveau-né. C'est l'heure de la tétée avec Floriane, pédiatre en néonatologie. Bonjour Floriane. Bonjour Bouboub. Vas-y, présente-toi. Je m'appelle Floriane. Merci déjà de m'inviter à Bouboub. Merci à toi d'être là. Moi, effectivement, je suis pédiatre en néonatologie. Je travaille maintenant à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Pierre, où on est à un niveau 3, donc on travaille avec essentiellement des bébés qui sont prématurés ou qui ont besoin de soins à la naissance. Et on a aussi une maternité, une grande maternité. Donc, je travaille aussi directement avec les nouveau-nés et les mamans, et notamment les mamans qui allaitent. Voilà. J'ai moi-même une petite fille qui a 16 mois et j'attends un deuxième enfant. J'ai allaité ma première pendant 12 mois. J'ai vraiment adoré l'allaiter pour beaucoup de raisons, notamment toutes les raisons que j'ai apprises quand j'étais étudiante en médecine, mais aussi d'autres choses. Donc le niveau pratique, la proximité avec mon bébé. Mmh. Et c'était vraiment une expérience géniale et c'était quand même pas si facile que ça. Le début de l'allaitement notamment, alors que finalement je travaillais déjà en maternité, donc c'est pas si instinctif qu'on ne le pense. Et cette expérience m'aura aussi permis de, maintenant je pense, mieux conseiller les mamans, en tout cas allaitantes, beaucoup plus que quand j'avais jamais allaité de ma vie. Oui, c'est clair. Moi aussi, je trouve qu'en étant maman et allaitant, au cabinet, j'arrive à mieux conseiller dans ces situations. Ça, c'est sûr que c'est vrai que ça nous forme. Après, il y a des mecs aussi qui sont pédiatres, comment ils font pour conseiller? Moi, au DU, il y avait un sage-femme qui passait le DU et c'est vrai que ça m'intriguait. Alors, il bossait au Bluet, donc il était quand même, je pense, d'un autre niveau. Mais c'est vrai que comme il y a une dimension qui n'est pas que physique dans l'allaitement, c'est vrai que le fait de le vivre, il y a une dimension, je pense, d'accompagnement qui est supérieure. Après... Et d'expérience, du coup, de partage d'expérience, ouais. Bon, et donc je le dis, Floriane, c'est une de mes copines de promo. Et mais t'as pris l'accent belge, je crois. Oui, c'est ce que je me demandais, je pensais que t'étais belge. Mais un petit peu de belge, un petit peu de québécois. Voilà. T'es internationale, meuf. C'est ça. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Bon, moi, déjà, j'ai fait appel à Floriane parce que je savais qu'elle était méga calée en ictère du nouveau-né. Moi, c'était un item pendant notre concours de spécialité que je détestais, que je ne comprenais strictement rien. Donc, j'étais bien contente quand Floriane a répondu par la positive pour discuter de l'ictère avec nous. Et je suis bien contente aussi, puisque pareil, quand je me suis replongée dans les cours pour parler d'ictère, en vrai, c'est compliqué quand on parle de réabsorption intestinale, mais de quoi, je ne sais pas. Et pourquoi il y en a qui ont des ictères tout de suite, pourquoi c'est retardé. On parle de lié à l'allaitement, on parle de dû à l'allaitement. Enfin, franchement, c'est compliqué, quoi. Donc on va te poser une question, déjà la première. C'est quoi un ictère ? Donc, ictère, comme vous l'aviez bien dit tantôt, c'est... en fait, dans notre jargon, on dit souvent jaunisse. Mon bébé a eu la jaunisse.
Donc déjà parce que cliniquement ça se voit bien, on dit le bébé est jaune citron, donc de couleur jaune citron à cause du pigment de la bilirubine qui se trouve en fait dans le sang. Donc le pigment, la bilirubine déjà c'est quoi? En fait c'est un déchet normalement, c'est le déchet du sang, le déchet de notre cellule qui va être métabolisé par le foie, ensuite qui passe par la vésicule biliaire et ensuite dans l'intestin. Et c'est comme ça qu'il est rejeté. Et en fait, un bébé qui est donc jaune, qui est ictérique, c'est que lui, il n'arrive pas en fait à rejeter son déchet de bilirubine. Et donc, pourquoi ça arrive aux bébés? Parce qu'eux, ils ont plusieurs choses physiologiques qui donnent ça. Donc, c'est la destruction déjà de leurs globules rouges. Et les globules rouges contiennent la bilirubine. Ils ont un foie qui est immature, donc qui, en fait, transforme bien moins rapidement la bilirubine. Et effectivement, il y a une histoire de réabsorption intestinale où, en fait, la bilirubine qui est normalement conjuguée et qui doit être rejetée, elle est réabsorbée à nouveau par le sang. Donc ça, c'est l'ictère. D'accord. Et donc, nous, on a vu dans nos cours qu'il y avait différents types d'ictères. Alors effectivement, il y en a différents. Donc il y a l'ictère physiologique. Donc comme dit la définition, c'est très courant, c'est physiologique. Ça survient chez les bébés sains. Ça survient vraiment tôt après la naissance. Donc la cause, c'est pas mal ce que je vous ai raconté. Et en plus, ça arrive plus souvent chez des bébés déjà prématurés, notamment parce qu'ils ont encore plus une immaturité du foie. Et ça arrive également souvent quand des bébés en fait perdent du poids, ont une insuffisance d'apport, une insuffisance calorique en fait. Et donc cette insuffisance d'apport, elle fait qu'ils réabsorbent encore plus leur bilirubine et donc ils sont déshydratés et sont jaunes et sont donc ictériques. Quand on parle d'ictère lié à l'allaitement, en fait on parle d'un ictère lié à une mauvaise conduite de l'allaitement a priori, c'est quand ça marche pas. Effectivement, l'ictère physiologique, ça peut être lié à un enfant qui n'a pas assez d'apport, notamment les premiers jours de vie. Donc, la première chose qu'on fait en général, c'est qu'on va évaluer ça. Donc, on regarde est-ce que l'allaitement, ça se passe bien. Donc, est-ce que l'enfant, il a une succion qui est efficace? Est-ce qu'il déglute bien? Combien de suctions, déglutition? On regarde combien de fois il déglutit par rapport à sa succion. On regarde les positions, on regarde si la maman a mal, si la maman a du sein. C'est vraiment une petite enquête d'abord. Est-ce qu'il a assez d'apport? Est-ce qu'il a suffisamment d'apport? Des fois, les mamans aussi, on regarde si la montée de lait, ça a déjà bien commencé. Parfois, on est même, on donne des compléments pour les aider, des compléments soit de lait maternel tiré, soit de lait artificiel en attendant la mise en route de l'allaitement. Mais c'est vraiment le premier traitement, c'est de bien les réhydrater, les réalimenter. Oui, c'est un peu Et toujours puis, nos red flags, c'est il mouille bien ses couches, il prend bien du poids et les seins de la maman sont pas engorgés en fait, c'est ça nos critères. Exactement. Parce qu'en fait, ce qu'on dit là, c'est qu'il y a un ictère qui est physiologique, comme tu l'as dit, qui est dû à l'immaturité. Donc en fait, si un bébé il a un ictère, mais qu'à côté de ça, il prend du poids, la mère a la montée de lait, il mouille ses couches, en fait, on s'en fiche. En revanche, s'il y a un signe d'alerte, là, on peut soupçonner une mauvaise conduite de l'allaitement ou un allaitement inefficace, et là, il faut agir en fait. Et c'est là qu'on complémente. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait. Donc nous, les médecins, les sages-femmes, les consultantes en allaitement, on va faire un peu notre enquête et aider la maman pour réhydrater le bébé. Après, de temps en temps, on a besoin de... Parfois, l'ictère est tellement intense qu'on utilise la photothérapie. Mais c'est vrai que pour la plupart des bébés, l'ictère physiologique, en général, on n'en a même pas forcément besoin. C'est surtout les mises au sein fréquentes et parfois les compléments qui les aident. Et du coup, là, tu as parlé de l'ictère physiologique, mais il y a d'autres ictères, on connaît. Tu peux nous les décrire ? Donc, il existe effectivement d'autres types d'ictères. Donc, celui-ci, l'ictère physiologique, c'est lié à l'allaitement, mais ça peut également survenir chez des bébés non allaités par ailleurs. Le deuxième ictère dont on peut parler aujourd'hui, c'est l'ictère au lait maternel, qui arrive plus tard dans la vie du nouveau-né, chez aussi des bébés en bonne santé, mais cette fois qui sont allaités. Ça arrive quand même jusque 2 mois de vie. J'ai même vu des fois même 3-4 mois, donc ça survient vraiment plus tard.
Et en fait, si on s'intéresse à la physiologie de cet ictère-là, c'est dû à un facteur présent dans le lait maternel qui augmente en fait la bilirubine non conjuguée par réabsorption intestinale. En fait, ce facteur, il augmente la réabsorption de la bilirubine qui repasse dans le sang et donc le bébé devient à nouveau jaune. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment spécifique en fait à la composition du lait maternel. Là, c'est spécifique à la composition du lait maternel dû à ce facteur présent dans le lait humain. Et ça, c'est grave du coup ? Alors ça, c'est normal parce qu'on sait que le lait maternel est constitué de ce facteur. C'est très peu symptomatique. Et en fait, le traitement, c'est paradoxalement une mise au sein fréquente. D'accord. Et il disparaît dans assez longtemps, celui-là, non ? Alors celui-là, il peut rester quelques semaines, en tout cas les premiers mois de vie de l'enfant, il disparaît tout seul. Et surtout, j'aimerais insister sur le fait que ce n'est en aucun cas une raison de stopper l'allaitement. Oui, ça, on va le dire tout le long de cet épisode. Ça ne veut pas dire que le lait est mauvais, en fait. C'est juste que c'est comme ça. C'est naturel, en fait, finalement, d'être jaune quand tu es allaité au début de ta vie, a priori. Exactement. Les photos de famille du début de vie... moi, j'avais un ictère. Moi, j'avais un ictère et j'étais préma. Et il y a un proche un de la famille de mon père qui a dit à ma mère qui venait de se faire ouvrir le bide, on se demande qui est le père, hein, vu que j'avais des cheveux méga noirs et que j'étais jeune. Donc c'est bien aussi d'informer l'entourage. Et donc il y a d'autres ictères que liés au lait maternel. C'est ceux qui me hantaient mes nuits pendant ma préparation au concours de spécialité. Il y en a quand même pas mal, des ictères qu'on peut dire pathologiques du coup. Parce qu'en fait, on en parle depuis tout à l'heure, mais est-ce que ça peut être dangereux un ictère ? Alors oui, effectivement, il y a d'autres ictères qui sont plus à risque, donc notamment les ictères liés à l'alloimmunisation. Donc cet ictère lié à l'alloimmunisation, on peut le prévenir grâce au suivi pendant la grossesse. On regarde le groupe, le rhésus de la maman. On va regarder s'il y a elle présente déjà des anticorps contre des globules rouges du fœtus. Et puis à la naissance du bébé, on fait aussi un prélèvement au cordon directement. On va faire une bilirubine à la naissance et on regarde effectivement s'il y a une réaction entre les globules rouges du bébé et de la maman. Et donc il y a d'autres ictères pathos. Oui, donc effectivement ces ictères pathologiques, mais en maternité on les surveille de près. On fait parfois des bilirubines dans le sang, on fait aussi des bilirubines cutanées en test non invasif. Et puis lorsque la bilirubine elle est au-dessus des courbes, en fait, les seuils qu'on a dans les protocoles, on met les bébés sous photothérapie. Donc en fait, on met les bébés dans un genre de tube qui émet des UV, qui émet de la lumière bleue, et c'est ça le traitement de l'ictère pathologique. Et ça peut se cumuler des ictères ? Genre, tu as un ictère lié à l'alloimmunisation et en plus, le bébé est dénutri et du coup, il fait un super ictère ? Oui, parfois, effectivement. Parfois, c'est des bébés qui en plus perdent du poids, qui en plus, du coup, sont un petit peu fatigués, donc ils tètent moins. Donc voilà, ça peut arriver aussi. C'est pour ça qu'on les surveille bien, qu'on les examine bien tous les jours, qu'on leur donne justement des compléments parfois pour leur redonner d'énergie. Donc oui, effectivement, parfois, ça peut être plusieurs cures de photothérapie, ça peut être plusieurs jours d'hospitalisation pour les bébés à terme liés à ces ictères-là. D'accord. Moi, ce que j'ai retenu de mes cours, c'est que ces ictères dits pathologiques, donc qui ne sont pas liés du tout à l'allaitement ou au lait maternel, ils sont quand même plus rares et ils apparaissent dans les premières 24 heures ou durent plus de 2 semaines, alors que les ictères physio, c'est plus aux alentours du 2e ou 3e jour de vie avec un pic maximal au 4e jour et qui, eux, diminuent en 1 à 2 semaines, si je me trompe. Alors, effectivement, les ictères liés à l'alloimmunisation, donc les pathologiques, comme je vous disais, parfois on peut faire plusieurs cures, donc ça peut durer plusieurs jours. On surveille leur bilirubine, oui, parfois ça peut durer une bonne semaine. Alors qu'effectivement, les ictères liés à l'allaitement, comme déjà le bébé il perd automatiquement du poids, en fait à J1, la courbe de poids descend. L'allaitement se met en route, parfois pas tout de suite. Effectivement, le pic, c'est souvent de ces ictères-là, ça peut être au jour 2, au jour 3, voilà, au jour 4. Et ensuite, ça disparaît en fait la semaine après
La bilirubine, en général, pour les ictères physiologiques, elle est totalement normale à 2 semaines de vie, quoi. D'accord, bon, c'est rassurant. Et pour moi, il y a d'autres causes possibles que cette incompatibilité sanguine au niveau des ictères pathologiques. Pour moi, il y a aussi l'infection ou des défauts enzymatiques comme le déficit en G6PD qui est, lui, dépisté avec le test du Guthrie, je crois. Et il y a aussi des anomalies des voies biliaires, vu que le métabolisme des globules rouges, il passe par la vésicule biliaire. Et ce qui peut jouer aussi, c'est une hypothyroïdie congénitale. Mais ça, c'est du coup, dès qu'il y a un ictère, on bilante tout de suite l'enfant, ou on se dit d'abord c'est un ictère physiologique en fonction des critères, et ensuite on se dit si ça ne répond pas aux critères d'ictère physio, on recherche les causes d'ictère pathologique. Alors nous, dans notre maternité, lorsqu'on a besoin au moins de 2 cures de photothérapie, on se dit que c'est un ictère plus sévère, et donc on fait effectivement tout le bilan. On fait le bilan thyroïdien, on fait le bilan infectieux, on recherche même le G6PD. Effectivement, il est aussi sur le Guthrie, mais on recherche toutes les enzymes érythrocytaires, on fait tous les tests pour rechercher si jamais effectivement il y a une pathologie en plus de l'ictère. Mais c'est assez rare. Et on a parlé de cure de photothérapie. Moi, ça m'avait un peu marqué pour mon premier parce que je voyais des bébés dans les espèces de couffins bleus là. Ça se passe comment en fait concrètement ? Alors concrètement, on fait des cures de plusieurs heures, des pauses. On fait en général 4 heures de photothérapie, 4 heures de repos, 4 heures de photothérapie, 4 heures de repos. Comme ça permet aussi pour le bébé de se nourrir, d'être en peau à peau sur sa maman, parce que c'est ça qui est le plus difficile en fait. Ils sont dans leur nous on appelle ça un turbo, dans leur turbo, mais ils sont quand même 4 heures sur quelque chose de dur tout seul, quoi. Donc on fait ça, on fait 4 heures, 4 heures, 4 heures. Et la maman peut pas du tout rester ? C'est ce que j'allais dire. La maman, elle peut rester à côté du bébé. Là, on a vu que l'ictère pathologique, donc il y a quand même un traitement, donc le turbo. Est-ce qu'il a des complications possibles à cet ictère pathologique ? Oui, il y a des complications possibles. Ça s'appelle l'ictère nucléaire. Alors c'est très rare maintenant de nos jours parce qu'on a quand même des bonnes méthodes de détection de la bilirubine, des bonnes méthodes de prévention. On a un traitement qui est disponible dans toutes les maternités, donc qui est cette photothérapie. Donc en général, tout se passe très très bien. L'ictère nucléaire est très rare. Et le danger, c'est surtout au niveau neurologique parce que la bilirubine, le pigment, il se dépose dans le cerveau. Donc ça peut donner plutôt des complications neurologiques, donc à type de surdité ou séquelles motrices. Mais c'est vrai que de nos jours, on voit plus trop ça, en tout cas en neurologie pédiatrique. D'accord, c'est rassurant. Et donc, par exemple, on rentre chez nous et notre bébé devient jaune. Qu'est-ce qu'on fait ? On consulte le plus rapidement possible, je pense. Oui, donc effectivement, si votre bébé est jaune, que vous rentrez à la maison, il faut consulter le plus rapidement possible. Ensuite, nous, en Belgique, je pense qu'en France, c'est la même chose. Les mamans sortent quand même beaucoup plus tôt qu'il y a quelques années. Elles sortent parfois au 2e jour ou 3e jour. Donc c'est pour ça, ton bébé peut devenir jaune, ictérique, dès que tu es rentré chez toi et pas forcément immédiatement à la maternité. Effectivement. Et donc, nous, on a des sages-femmes qui passent à la maison et donc qui regardent les téguments du bébé, qui regardent la peau. Et elles ont aussi je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la bilirubine cutanée. C'est un petit test non invasif. Le Biliflash, ça s'appelle Le Biliflash, nous on appelle ça Bilicut, mais Biliflash, c'est la même chose. Et donc, les sages-femmes, elles font ça à domicile pour être sûres que l'enfant... il n'est pas symptomatique. Elle vérifie aussi le poids. Elle vérifie, en général, elle regarde aussi une tétée si tout est bien fait. Donc tout ça fait qu'il y a quand même une prévention, une anticipation derrière. D'accord. Je pense qu'on peut dire que c'est important si l'ictère persiste au-delà de 2 semaines ou s'aggrave rapidement, il faut consulter rapidement un pro pour évaluer et éliminer une cause pathologique en tout cas. Oui. Parce qu'on l'a dit, du coup, ça peut être un ictère lié au lait maternel qui n'est pas grave, qui arrive plus tard, mais il vaut mieux de toute façon se rassurer et consulter dans tous les cas. Oui, je dirais pour les nouvelles mamans, effectivement, si votre bébé
vous avez l'impression qu'il boit moins, qu'il a perdu du poids, je sais pas, quand on le pèse à la PMI ou à la maison, quand qu'on le trouve un petit peu aussi un peu plus endormi. En général, c'est quand même des bébés qui ont un peu moins de phase d'éveil. En fait, ça arrive que des fois, à 7 jours de vie, ils viennent aux urgences et qu'on voit une hyperbilirubinémie et qu'on les réhospitalise parfois même en néonat pour faire la photothérapie. Ça arrive de temps en temps, donc faut pas hésiter à consulter effectivement. D'accord. Et en fait, être attentif, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais à tous les signes qui peuvent montrer finalement un allaitement inefficace. Donc c'est la perte de poids, c'est les couches qui ne sont pas mouillées, c'est un enfant qui n'a pas beaucoup de phase d'éveil, et c'est une mère potentiellement soit qui ne ressent pas sa montée de lait, soit qui a tout le temps les seins engorgés, ce qui peut montrer en fait que la tétée est inefficace. Donc là, du coup, c'est vraiment une conduite de l'allaitement à améliorer pour résoudre le problème de l'ictère. Parfait. Vous avez bien compris vos items, les filles. En tout cas, on a retenu Non, qu'il est pas nécessaire de stopper l'allaitement maternel, qu'il faut consulter pour éliminer les causes pathologiques. Mais vraiment, on n'arrête pas un allaitement pour ça. Moi, j'ai encore eu en consultation un nouveau-né de 12 jours qui avait un ictère physiologique, et à la maternité, on lui a dit à la maman d'arrêter l'allaitement. Donc, c'est vrai que c'est bien de former le plus de personnel possible. La maman, elle était dévastée. On m'a dit que c'était lié à mon allaitement, donc j'ai dû arrêter. Ils l'ont complémenté et c'était parti comme ça. Mais et juste du coup nuancer, tu l'as dit Floriane, mais donc ça peut être des fois vital d'apporter un complément. Idéalement du lait maternel, mais si c'est une préparation commerciale pour nourrissons, il faut quand même nuancer le fait que si on l'apporte, c'est une indication médicale, et que, je sais que des fois il y a des discours de dire faut surtout pas donner de compléments. Voilà, là c'est pour une raison médicale qui est valable, et si à côté de ça vous êtes bien prise en charge et que vous êtes conseillé et que votre lactation est entretenue, ce n'est pas un souci à ce moment-là d'introduire un complément, puisque c'est vraiment dans le but en fait d'aider à l'élimination de la bilirubine par la digestion et du coup à limiter cet ictère chez votre bébé. Oui, c'est exactement ça, exactement. Parfois, on est obligé de donner ce complément pour aider le bébé. Et puis, ça peut durer 1 jour, 2 jours. Et puis ensuite, la lactation est repartie. Et en fait, tout est reparti sur des rails, quoi. C'est juste, effectivement, il faut qu'il élimine sa bilirubine. Et puis, il faut aussi qu'il retrouve un peu d'énergie parfois. Les bébés qui sont un peu endormis, comme je disais tantôt. Donc ça, les compléments, ça les aide juste pour ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais on rigole avec ton tantôt, Floriane. On ne juge pas les Belges, on les aime. On adore la Belgique. Mais oui, donc je pense que ma patiente, au début, ça partait pas d'une mauvaise intention, cette prise en charge de complémenter le bébé, mais c'est le autour et l'accompagnement par la suite et l'information qui n'a pas été bonne. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Et après, le problème aussi, je trouve, c'est que des fois... après, ça dépend encore des sages-femmes, hein, mais je trouve personnellement que tu vois, les mamans, elles donnent le complément et en fait, elles disent « Ah là là, il boit tellement mieux au biberon ». Et en fait, comme j'ai dit au début du podcast, c'est tellement dur l'allaitement, je trouve. Enfin, moi, personnellement, ça me faisait souffrir au début quand elle tétait. J'avais trop mal. Et donc, en fait, les mamans, elles se disent « Mais il boit tellement bien au biberon ». Et des fois, ça s'arrête comme ça, l'allaitement. Et c'est dommage parce que... Mais bon. Oui, on le répète. L'idée, c'est de persévérer au moins un mois. Parce que du coup, il y a des femmes qui ont l'impression d'affamer leur bébé en voulant persister dans leur allaitement, alors que pas du tout, c'est la mise en route. Et bon, évidemment, il est goulu. Et puis même les maris aussi, des fois, ils disent non, mais c'est pas grave. Après, je comprends, ils veulent être super soutenants et tout, mais tu vois, t'es là, mais non, mais c'est possible, il faut juste... faut que tous les maris écoutent Boubou, en fait. Les coparents, quoi. Souvent, on a les pros peu formés qui, en effet, du coup, vont pas forcément soutenir la mère en disant oui, en effet, il a pris un biberon, il est super en forme. Et du coup, ça induit l'idée que l'allaitement, de toute façon, ne marche pas. Ça, c'est toutes les années 80, finalement. Et en plus, il est jaune, là, et en plus, il est jaune, et voilà. Donc, l'impression d'affamer son bébé, de le rendre malade avec son lait, alors que pas du tout. C'est juste qu'en fait, il faut expliquer comment ça marche. Et puis en plus, j'ajouterais la situation de l'hôpital public en Belgique et en France. Je pense qu'elle est à peu près la même. Oui, et le manque de temps du personnel. Qui court, tu vois, je les comprends en vrai. Tu vois, des fois, moi pourtant j'étais médecin et je l'ai appelé plein de fois la sage-femme. Le premier jour, j'étais là, mais j'arrive pas, ça me saoulait. J'étais trop énervée. Et en fait, tu te dis, mais en fait, elle a plein d'autres chambres à faire. Elle est venue me conseiller pendant 5 minutes, quoi. Tu vois. Mais bon, en tout cas.
heureusement qu'il y a des alternatives. Oui, et puis Voilà. tu t'en es sortie quand même. Mais c'est vrai que c'est un Ouais. parcours quand même pas du combattant, les débuts d'allaitement, mais oui, il faut s'accrocher. Et on Ouais. répète l'importance de s'entourer de pros de santé sûrs Oui. en allaitement. Mais après, c'est pas toujours facile d'en avoir autour de soi. Mais Puis on n'a pas forcément toujours le choix, parce qu'après en France, je crois que c'est mondial en fait, les maternités IHAB, donc Initiative Hôpital Ami des bébés, où il y a pour le coup normalement toujours une sage-femme ou une puère qui est soit diplômée du LAM, soit IBCLC, mais en fait elles partagent leur temps entre le conseil en allaitement et leur métier de sage-femme puère. Et souvent le conseil en allaitement ça passe derrière parce que tu l'as dit, la situation de l'hôpital est catastrophique en termes de personnel, et du coup il y a ça qui passe à la trappe malheureusement. Ouais, moi honnêtement moi en plus j'ai accouché au Canada, donc je suis sortie à tout de suite, genre 36 heures. 36 heures pré-mi-part, franchement, j'avais pas du tout eu de montée de lait, donc j'étais là, qu'est-ce que je suis en train... Enfin, j'étais là, what the fuck am I doing, quoi, vraiment. Toi, tu penses en anglais, même. Ça, oui. Et puis, en vrai, c'est les infirmières de mon service, tu sais, je les ai appelées, je leur disais, mais comment je peux faire, enfin, et elles sont venues m'aider chez moi, et heureusement qu'elles étaient là, mais je me dis, je sais pas, quelqu'un qui est isolé, qui a pas... Bien sûr. Voilà, enfin, qu'il n'y a pas trop de personnes là-dedans, c'est compliqué. Et j'avais été aussi, je sais pas s'il y a ça en France, mais avec la Ligue de la laitier, des fois ils font des rassemblements, et moi il y avait ça dans mon quartier. Ouais. Oui, au Canada, c'est le berceau de la Laitier League, non ? C'est aux États-Unis. Ouais. C'est les États-unis d'abord, mais le Canada a vite suivi et a créé la Voie lactée, qui était en France, il y a la Laitier League dont la mère d'Hélène allait aux Réunions, tout ça, aussi, dans les années 80. Ah, c'est vrai, cool. Ah, wow. Bah, c'est bien que t'en parles. Moi, j'avais découvert ça là-bas, et j'avais trouvé ça trop chouette, quoi, parce que c'était vraiment comme dans les séries, tu vois, on était tous avec notre bébé sur un petit coussin en rond. Enfin, on nous apportait de l'eau, des petits gâteaux. Puis on devait chacun expliquer notre expérience et tout, et puis on regardait ta position, il y avait genre 5 professionnels de santé, enfin c'était trop chouette. C'est trop bien ça. Après il y en a pas partout en France, mais il y en a quand même dans les grandes villes. Déjà, Donc, voilà. Et en tout cas, merci Floriane de nous avoir éclairé d'une lumière jaune, du coup, sur ce sujet. Bleu. D'une lumière bleue, oui, sur ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet un peu technique, mais c'est tellement fréquent en l'ictère qu'on était obligé d'en parler, et dans la plupart du temps, c'est bénin. Donc, ça peut être lié à l'allaitement, mais pas que. Dans tous les cas, s'il est simple, physiologique ou lié à l'allaitement, mais sans signe de complication, on le répète, on n'arrête pas l'allaitement. Je pense qu'on a compris aujourd'hui pourquoi Cassandre et moi on galérait autant avec l'ictère, c'est qu'en fait ça peut être physiologique, pas grave, ça peut être grave, et concrètement c'est le même symptôme, c'est un bébé jaune. Donc merci vraiment pour ton éclairage là-dessus. Et il y a un autre point aussi du coup que je trouve très important, c'est d'avoir bien expliqué la photothérapie, parce que c'est vrai que nous, depuis le début du podcast, on insiste tellement sur du pot à pot H24, et là tu nous expliques encore une fois qu'il y a des cas où là il va falloir enlever le bébé du pot à pot pour le mettre sous la lumière bleue pendant 4 heures. C'est bien de le savoir en amont si ça vous arrive, que ça fait partie du traitement. C'est sûrement dur. Encore une fois, c'est pas ça qui va faire foirer votre allaitement si vous êtes bien informé, si vous savez derrière tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, vraiment merci de nous avoir éclairé là-dessus, parce que je pense que quand on y est confronté, qu'on n'y connaît rien, c'est hyper dur d'entendre tous les discours qui arrivent, et puis des fois qui sont pas du tout explicatifs. De voir son tout petit bébé, du coup isolé, et puis toute cette culpabilité qu'on peut avoir de dire c'est lié à l'allaitement, alors hyper dur d'entendre ça. Donc merci encore Floriane pour tout. Merci Floriane. Merci Boubou. Merci Boubou. C'était l'heure de la tétée. À tantôt. À tantôt Floriane. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boubou soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.